Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première partie d'un roman d'Agatha Christie, subdivisé à la base en plusieurs parties. Alors ce roman est intitulé Les Quatre et il met en scène Poirot et Hastings. Chapitre 1er. Le visiteur inattendu. C'est beau la traversée de la Manche pour ceux qui se prélassent dans leurs chaises longues en attendant tranquillement le moment de débarquer et de rassembler sans précipitation leurs bagages. Mais moi, dès que je mets le pied sur le bateau, le temps me paraît trop court pour entreprendre quoi que ce soit. Je transporte mes valises d'un endroit à un autre, j'emballe, je déballe, je remballe, et si je descends prendre un repas, je l'avale d'un trait de peur qu'on ne touche terre pendant que je me restaure. En cette claire matinée de juillet, arpentant fiévreusement le pont, le regard rivé aux blanches falaises de Douvres, je m'émerveillais de voir les passagers demeurer flegmatiquement dans leurs fauteuils, sans même lever les yeux vers le pays natal. Leur cas, peut-être, était différent du mien. Ils revenaient d'un week-end à Paris et non pas, comme moi, d'un long séjour en Argentine. 1 an et demi dans un rancho argentin. J'avais réussi dans les affaires et nous avions goûté là-bas, ma femme et moi, la vie libre et facile de l'Amérique du Sud. L'Angleterre me serait-elle aussi clémente? Mon cœur se serrait en la voyant se rapprocher peu à peu. Débarqué 2 jours auparavant en France, où j'avais réglé quelques affaires, j'étais maintenant en route pour Londres. Je me proposais d'y rester quelques mois, le temps de revoir de vieux amis, et tout particulièrement l'un d'entre eux, un petit bonhomme à la tête en pain de sucre et aux yeux verts, Hercule Poirot. Je voulais le surprendre. Ma dernière lettre ne soufflait mot de mon retour, qui avait été décidé si brusquement. Les affaires et toujours les affaires. Je me réjouissais à l'avance du plaisir et de la stupéfaction que provoquerait mon arrivée. Sans doute je trouverais Poirot chez lui. Le temps était passé où ses occupations l'obligeaient à courir d'un bout à l'autre de l'Angleterre. Sa réputation était devenue mondiale, et il n'admettait plus qu'une affaire absorbât tout son temps. Désormais, il n'intervenait plus que comme détective conseil, au même titre qu'un docteur célèbre de Harley Street. L'image populaire du limier qui revêt les plus extraordinaires déguisements pour dépister les criminels et qui s'arrête à chaque trace de pas, l'avait toujours amusé. « Non, mon cher Hastings, me disait-il, laissons ce genre à Giraud et à ses amis. Hercule Poirot a d'autres méthodes. Le cerveau avant tout, l'intelligence, l'esprit et les petites cellules grises. Confortablement installé dans mon fauteuil, je vois ce qui échappe aux autres. Pas besoin de bondir et de me démener comme notre ami l'inspecteur Japp. » Certes, il y avait peu de chance que Hercule Poirot fût loin. Arrivé à Londres, je déposai mes bagages à l'hôtel et me fis conduire directement à la sympathique demeure. Que de souvenirs! Je pris à peine le temps de dire bonjour à la vieille propriétaire. Je me précipitai dans l'escalier, montant 2 marches à la fois et frappai à la porte de Poirot. « Entrez » me cria à l'intérieur une voix familière. J'avançai. Poirot était devant moi. Il tenait une petite valise qu'il laissa échapper en me voyant. « Mon ami Hastings » s'écria-t-il. « Mon cher ami Hastings » et s'élançant vers moi, il m'étreignit fraternellement. Là-dessus, conversation incohérente, bribes de phrases, questions avides, réponses incomplètes, bons souvenirs de ma femme, récit de mon voyage, etc. « Je suppose que mon ancien appartement est occupé, demandai-je, enfin lorsque nous fûmes calmés. J'aimerais pouvoir de nouveau habiter avec vous. » La physionomie de Poirot changea avec une saisissante soudaineté. « Mon Dieu, quelle malchance! Regardez autour de vous, mon ami. » Pour la première fois, je vis ce qui m'entourait. Contre le mur, une immense malle bombée, un coffre préhistorique et une série de valises. « Vous partez ?»« Oui. »« Où cela ?»« En Amérique du Sud. »« Comment ?» Une drôle de farce, hein? Je suis sur le point d'aller à Rio. Chaque jour, je me disais, il ne faut pas que j'en parle à Hastings dans mes lettres. Quelle bonne surprise lorsqu'il me verra arriver. Mais quand partez-vous? Poirot regarda sa montre. Dans 1 heure. Et moi qui vous ai toujours entendu dire que rien ne vous persuaderait d'entreprendre une longue traversée. Poirot sursauta. Ne m'en parlez pas. Mon docteur m'assure qu'on n'en meurt pas, et pour une fois je crois que je tenterai le coup. Il m'offrit un siège et poursuivit. Tenez, je vais vous expliquer comment cela s'est décidé. Connaissez-vous l'homme le plus riche du monde? Encore plus que Rockefeller. C'est Abbé Ryland. Le roi du savon? Précisément. Un de ses secrétaires m'a pressenti. Il a du fil à retordre en ce moment avec une grosse société de Rio.
Il m'a proposé de me rendre sur place pour enquêter. J'ai refusé en déclarant que si les faits m'étaient clairement exposés, je pourrais donner mon avis. Mais non, monsieur a insisté. Les données, paraît-il, ne peuvent m'être communiquées que sur les lieux. Normalement, l'affaire aurait dû s'arrêter là. Disposer du temps d'Hercule Poirot? Quelle impertinence! Mais, mon cher Hastings, il a fini par m'offrir une somme tellement prodigieuse que je me suis laissé tenter. C'est la fortune. Et puis, il y avait un second attrait. Vous voir, mon cher ami. Cette remarque d'estime me toucha considérablement. Aussi ai-je accepté, continua Poirot, et dans 1 heure je dois prendre le train transatlantique. Voilà une de ces petites ironies de la vie. Je vous avoue, Hastings, que si la somme offerte n'avait pas été aussi alléchante, j'aurais hésité. Car tout récemment, j'ai entrepris de mon propre chef une petite enquête. Et une enquête sur les 4. Quels 4? Vous ne parlez pas, j'espère, d'un quatuor artistique, ni des 4 grandes puissances mondiales, ni du pacte à 4. Non, dit lentement Hercule Poirot. Je parle d'un quatuor criminel. Et bien que ce ne soit pas un quatuor à cordes, il a, croyez-le, plus d'une corde à son arc. Il s'agit d'une bande de criminels internationaux, ou quelque chose d'analogue. Je crois... Que croyez-vous, cher maître? Prononcez-vous. Je crois qu'il s'agit d'une affaire d'une grande envergure. C'est une idée à moi, rien de plus, mais il faut que je termine mes préparatifs, le temps passe. Ne partez pas, insistai-je, faites annuler votre billet, et vous partirez plus tard avec moi. Poirot m'adressa un regard chargé de reproches. Ne m'avez-vous donc pas compris? J'ai donné ma parole, la parole d'Hercule Poirot. Rien, sinon une question de vie ou de mort, ne pourrait me retenir maintenant. Il est peu probable qu'elle surgisse, répondis-je en souriant, à moins qu'à la 11e heure se présente l'hôte inattendu. Un instant nous restâmes silencieux, et tout à coup, dans le calme mélancolique, un bruit étrange dans la pièce voisine nous fit sursauter. Qu'est-ce? M'écriai-je. Ma parole, répliqua Poirot. On dirait que c'est votre hôte inattendu. Mais comment se serait-il introduit dans votre chambre, puisqu'on ne peut y accéder que par cette pièce-ci? Vous avez une mémoire excellente, Hastings, pour vous souvenir ainsi de la disposition de l'appartement. Maintenant, passons aux déductions. Évidemment, il y a la fenêtre, mais alors, ce serait un cambrioleur, et il lui a fallu faire une rude ascension. Je m'étais levé et j'avançai vers la porte, quand, de l'intérieur, j'entendis toucher à la poignée. Je m'arrêtai. Le ventail s'ouvrit lentement, et encadré par le chambranle, un homme apparut. Il était couvert de poussière et de boue, des pieds à la tête. Ses traits étaient convulsés. Un instant, il nous regarda fixement, puis chancela et s'écroula. Poirot se précipita vers lui, en me jetant. « Vite, de l'alcool !» Je versai rapidement de l'eau-de-vie dans un verre. Poirot parvint à lui en faire avaler un peu, et nous le transportâmes sur le canapé. Bientôt l'homme rouvrit les yeux et promena autour de lui un regard inconscient. « Que voulez-vous » demanda Poirot. L'individu remua les lèvres et dit d'une voix étrange. « Monsieur Poirot, 14 Faraway Street. » « C'est moi. » L'inconnu ne parut pas comprendre et répéta exactement sur le même ton. « Monsieur Poirot, 14 Faraway Street. » Poirot lui posa quelques questions. Tantôt l'homme ne répondait rien, tantôt il répétait la même phrase. Poirot me fit signe de téléphoner. Demandez au docteur Ridgway de venir. Fort heureusement, le docteur était chez lui, et comme sa demeure n'était pas loin, il arriva rapidement. Qu'y a-t-il? Poirot fournit une brève explication et le médecin examina notre étrange visiteur, qui semblait totalement ignorer sa présence et la nôtre. Dit le docteur Ridgway, lorsqu'il eut terminé son auscultation. C'est un cas curieux. Fièvre cérébrale? Demandai-je. Mais le médecin riposta avec mépris. Fièvre cérébrale? Ça n'existe pas, la fièvre cérébrale. C'est une invention de romancier. Non, cet homme a subi un choc. Il est venu ici sous l'empire d'une idée fixe, pour trouver M. Hercule Poirot, 14 Faraway Street. Il a répété ces mots machinalement, sans savoir le moins du monde ce qu'ils signifient. Aphasie, suggérai-je. Cette seconde supposition me valut de me faire rabrouer encore plus violemment par le docteur. Il ne daigna pas me donner d'autres explications, mais tendit au malade une feuille de papier et un crayon. « Voyons un peu ce qu'il va en faire, dit-il. » Pour commencer, l'homme n'en fit rien. Puis, sortant en effet de sa léthargie, il se mit à écrire fiévreusement. Et bientôt, avec la même soudaineté, il laissa tomber le crayon et le papier.
Le docteur ramassa le tout et hocha la tête. Rien de précis dans tout cela, seulement le chiffre 4, griffonné une douzaine de fois, et d'une écriture de plus en plus saccadée, en caractères géants. Je suppose qu'il veut écrire 14 Fairway Street. C'est un cas intéressant, très intéressant. Pouvez-vous le garder ici jusqu'à cet après-midi? Il faut que j'aille maintenant à l'hôpital, mais je reviendrai bientôt pour prendre toutes les dispositions nécessaires à son sujet. C'est un phénomène trop curieux pour ne pas être suivi. Je l'avisai du départ de Poirot et de mon intention de l'accompagner à Southampton. Laissez-le ici, il ne lui arrivera rien. Il est sous le coup d'un épuisement total et il dormira probablement 8 heures d'affilée. Je vais en toucher un mot à cette brave madame Pearson, votre propriétaire, pour qu'elle le surveille un peu. Le docteur Ridgway partit avec sa célérité accoutumée. Poirot se hâta d'achever l'emballage de ses valises, tout en surveillant la pendule d'un œil inquiet. C'est incroyable ce que le temps passe vite. Eh bien, vous ne pouvez me reprocher de vous laisser désœuvrer, Hastings. Voici un problème sensationnel à résoudre, l'inconnu de la dernière heure. D'où vient-il? Qui est-il, sapristi? Je donnerai 2 ans de mon existence pour que ce paquebot ne parte que demain au lieu d'aujourd'hui. C'est une affaire curieuse, mais il faut du temps, beaucoup de temps. Des journées, des mois peut-être s'écouleront avant que nous puissions apprendre la vérité sur cet inconnu et sur sa mystérieuse visite. Je ferai de mon mieux, Poirot, vous pouvez en être certain. Je me forcerai d'être un remplaçant émérite. Oui, oui. Sa réplique me parut manquer d'enthousiasme. Poirot m'aimait sincèrement, mais il n'avait évidemment pas confiance en mes talents de détective. Je ramassai la feuille de papier et je dis en la froissant discrètement. Si je devais écrire une nouvelle, j'utiliserais comme point de départ votre dernière idiosyncrasie, et je l'intitulerai Le mystère des 4. À peine eus-je prononcé ces mots que notre malade sortit subitement de sa léthargie, et se redressant prononça de façon claire et intelligible. Li Chang-yen. Il avait l'air d'un homme réveillé en sursaut. Poirot me fit signe de ne rien dire. L'homme continua à parler d'une voix étonnamment nette, avec des intonations mécaniques, comme s'il citait un texte appris par cœur. Li Chang-yen peut être considéré comme le cerveau du grand quatuor. Il est la force motrice, le chef intellectuel, le directeur. C'est pourquoi je l'ai baptisé numéro 1. Le numéro 2 est rarement désigné par son véritable nom. On le représente par un S barré d'un double trait, le signe du dollar, ou bien par 2 barres et une étoile. C'est donc de toute évidence un Américain qui personnifie la puissance de l'argent. Le numéro 3 est une femme et une Française. Cela ne fait aucun doute. Une vedette du demi-monde, peut-être. Une étoile du grand monde, qui sait. Mais rien de précis à son sujet. Enfin, le numéro 4, sa voix hésita, il s'arrêta. Poirot se pencha vers l'homme, les yeux rivés sur les siens, l'incitant à poursuivre son récit. Eh bien, le numéro 4. Une atmosphère écrasante, soudain, s'était appesantie sur nous. Le visage du malade était affreusement convulsé. Haletant, Poirot et moi nous attendions. C'est le destructeur, exhala le pauvre homme dans un dernier effort. Puis il s'évanouit. Mon Dieu, soupira Poirot. J'avais donc raison. Pensez-vous que... Il m'interrompit. Transportez-le dans mon lit, dans ma chambre. Je n'ai plus une minute à perdre, si je veux arriver à temps pour mon train. Ce n'est pas que je tienne à le prendre, au contraire. Je le manquerai volontiers, mais j'ai donné ma parole. Vite, Hastings. Abandonnant notre mystérieux visiteur aux soins de madame Pearson, nous partîmes juste à temps pour attraper le train qui s'ébranlait. Poirot était tantôt silencieux, tantôt loquace. Par instants, perdu dans un rêve, il regardait fixement par la portière, sans paraître entendre un mot de ce que je lui disais. Puis, subitement, il s'animait, s'enfiévrait, me submergeait sous un flot de recommandations, d'injonctions, d'ordres donnés dans un style télégraphique. Après Woking, il y eut une période de calme. Le train, réglementairement, ne s'arrêtait pas avant Southampton, mais un signal soudain l'obligea à stopper. « Nom d'un tonnerre !» s'écria Poirot tout d'un coup. « Que j'ai été stupide. Maintenant je comprends. Ce sont nos anges gardiens qui arrêtent le train. Vite, Hastings, descendons. » En un clin d'œil, il avait ouvert la portière du compartiment et se trouvait sur le ballast. Jeter les valises et sauter. J'obéis juste à temps, car à peine étais-je descendu que le train repartait. « Et maintenant, Poirot, lui demandai-je, hors de moi, peut-être m'expliquerez-vous où vous voulez en venir. C'est tout simplement que j'ai compris. Voilà qui me renseigne.
À vous voir, mon vieux Hastings, on ne le dirait pas. Portez les 2 valises, c'est tout ce que je vous demande. Pour le reste, je me débrouillerai. Chapitre 2. Gardien de l'asile d'aliénés. Heureusement, le train s'était arrêté à proximité d'une gare, près de laquelle se trouvait un garage où nous pûmes louer une voiture. Une demi-heure après, nous filions vers Londres. Alors, seulement, Poirot daigna satisfaire ma curiosité. « Vous ne comprenez pas. Eh bien, tout à l'heure, j'étais comme vous. Mais maintenant, je vois clair. On voulait se débarrasser de moi, tout simplement. »« Quoi ?»« Mais oui, on a voulu se débarrasser d'Hercule Poirot. Et on s'y est pris fort intelligemment. Le procédé était d'une astuce remarquable. L'endroit où je devais me rendre avait été choisi plus que judicieusement. Il me craignait. »« Qui ? Vous le demandez ? » ?»« Les 4, voyons. Ces 4 génies ligués pour travailler hors la loi. Le Chinois, l'Américain, la Française et l'autre. Prions Dieu d'arriver à temps, Hastings. Vous croyez que notre visiteur inconnu est en danger ? J'en suis convaincu. Sans donner d'explication à Madame Pearson, stupéfaite de nous voir déjà revenus, nous lui demandâmes ce qui s'était passé pendant notre absence. Rien d'inquiétant. Personne ne s'était présenté et le malade n'avait pas bougé. C'est avec un soupir de soulagement que nous gagnâmes l'appartement. Poirot entra le premier dans la chambre à coucher. Sa voix retentit étrangement émue. « Hastings, l'homme est mort. » Je me précipitai vers lui. L'inconnu était étendu sur le lit, comme quand nous l'avions quitté, mais il ne respirait plus. Je courus chercher un docteur autre que Ridgway, car celui-ci, je le savais, n'était pas encore rentré chez lui. J'en trouvai un presque immédiatement, et qui voulut bien m'accompagner. Pauvre homme, il est mort, bien mort. Il s'agit sans doute de quelqu'un à qui vous vous intéressiez. Oui, en quelque sorte, répondit évasivement Poirot. De quoi pensez-vous qu'il soit mort, docteur ? Oh, difficile à dire, une espèce de syncope. Cependant, il me semble qu'il y a des signes d'asphyxie. Avez-vous le gaz ici ? Non, l'électricité seulement. Et puis les 2 fenêtres sont ouvertes. J'estime qu'il y a 2 heures qu'il est mort. Déclarez son décès. Le docteur s'en alla, et Poirot donna les quelques coups de téléphone nécessaires. À mon grand étonnement, il finit par téléphoner à un vieil ami, l'inspecteur Japp, en le priant de passer nous voir. À peine Poirot avait-il fini que Madame Pearson arriva, ouvrant de grands yeux comme des soucoupes. « Il y a en bas un homme de la part de l'asile d'aliénés d'Henwell. Puis-je le faire monter ?» Un individu grand et fort, revêtu de l'uniforme réglementaire, se présenta. « Bonjour, messieurs, » dit-il d'un ton jovial. « J'ai tout lieu de penser qu'un de mes oiseaux est chez vous. Il s'est envolé hier soir. »« Il était ici, » répondit calmement Poirot. « Reparti de nouveau » s'exclama le gardien. « Mort, » lui répond mon ami. L'homme parut rassénéré. « Vraiment ? Pauvre bougre. Que voulez-vous, ça vaut mieux pour tout le monde. » « Il était donc dangereux ? » ?»« Non, assez anodin, au contraire, souffrant de la manie de la persécution. Une folie aiguë, je vous dis. Il me parlait que de sociétés secrètes chinoises. On a fini par le faire enfermer. Ils sont tous ainsi. »« Depuis combien de temps était-il enfermé ? » demanda Poirot. « À peu près 2 ans. »« Ah ah !» dit Poirot sans se départir de son calme. « Êtes-vous sûr qu'il n'était pas sain d'esprit ?» Le surveillant se mit à rire. « S'il l'avait été, pourquoi l'aurait-on enfermé ? Tous les fous se croient normaux. Vous ne l'ignorez pas. » Poirot ne dit plus rien. Il emmena le gardien voir le corps, et l'identification fut rapidement faite. « C'est bien fini, » dit le surveillant endurci. « Drôle de pistolet, hein ? Maintenant, il faut que je parte, et que je m'occupe des dispositions à prendre. Ce cadavre ne vous encombrera plus pour longtemps. Si l'on fait une enquête, vous devrez probablement déposer, mais ce sera tout. Au revoir, messieurs. » Avec une singulière grimace, il se retira. Quelques minutes après, Japp arrivait. L'inspecteur de Scotland Yard était comme toujours alerte et joyeux. « En quoi puis-je vous être utile, monsieur Poirot ? Je vous croyais parti pour les bancs de corail d'une île lointaine. Mon cher Japp, je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré l'homme que je vais vous faire voir. » Il le conduisit dans la chambre où l'inspecteur regarda le corps étendu sur le lit. « Voyons un peu, » murmura-t-il intrigué. « Il ne me semble pas inconnu, et j'ai la prétention d'avoir une bonne mémoire. Et bien sûr, c'est Meyerling. Je veux être pendu si je me trompe. Et qui est, ou plutôt qui était Meyerling ? Un type de la police secrète, pas de Scotland Yard. Il est parti en Russie il y a 5 ans, et on n'en a plus entendu parler. Nous pensions que les bolcheviks l'avaient supprimé. » « Une preuve de plus, » dit Poirot, lorsque Japp se fut retiré. « Et pourtant la mort semble naturelle.
Il eut un grognement de mécontentement et se tut. Un coup de vent agita les rideaux, et l'attention de Poirot se dirigea soudain de ce côté-là. « Je suppose, Hastings, que vous avez ouvert les fenêtres après l'avoir déposé sur le lit. »« Non pas. Si je me trompe, elles étaient fermées. »« Comment ? Elles étaient fermées et maintenant elles sont ouvertes ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que quelqu'un est entré ici en notre absence. »« C'est assez possible, » admit Poirot. Mais il paraissait penser à autre chose. Après une minute de réflexion, il reprit. « Ce n'est pas précisément l'idée que j'avais. Une seule fenêtre ouverte ne m'intriguerait pas autant. Ce qui est curieux, c'est qu'elles le soient toutes les deux. » Puis, passant dans l'autre pièce, « La fenêtre du salon est ouverte également, » s'écria-t-il. « Pourtant, nous l'avions fermée. » Il se dirigea de nouveau vers le cadavre et se pencha pour examiner soigneusement son visage, sa bouche, les commissures de ses lèvres. « Il a été bâillonné et empoisonné, » déclara Poirot en se relevant. « Grand Dieu !» m'écriai-je, épouvanté. « L'autopsie va sûrement tout nous révéler. Nous ne découvririons rien du tout. Il a été empoisonné par une forte inhalation d'acide prussique. Le criminel lui a pressé le tampon sous le nez, puis il s'est sauvé après avoir ouvert toutes les fenêtres. L'acide cyanhydrique est extrêmement volatile, mais il dégage une odeur très prononcée d'amande amère. N'ayant aucune trace de cette odeur pour les guider, et ne nourrissant d'ailleurs aucun soupçon spécial, les médecins ne peuvent conclure qu'à une mort naturelle. » Poirot se pencha de nouveau sur les cadavres. « Cet homme, Hastings, cet homme appartenait à la police secrète. Et il y a 5 ans, il s'est rendu en Russie. Puisqu'il a été hospitalisé ces dernières années dans un asile d'aliénés, que s'est-il passé au cours des 3 premières années ? Demandai-je. Poirot secoua la tête et m'attrapa par le bras. La pendule, Hastings, regardez la pendule. Comme lui, je dirigeai mon regard vers la cheminée. La pendule était arrêtée à 4 heures. Quelqu'un y a touché. Normalement, elle devait marcher encore 3 jours. Je ne la remonte que tous les 8 jours. Dans quel but aurait-on fait cela ? Pour créer une fausse piste et pour laisser supposer que le crime a eu lieu à 4 heures ? Mais non, mon cher. Rassemblez vos esprits. Faites un peu travailler votre cerveau. La matière grise, que diable. Imaginez-vous que vous êtes Meyerling. Vous entendez un bruit insolite et peut-être savez-vous que votre dernière heure approche. Vous ne disposez que d'un instant pour laisser un signe susceptible d'orienter les recherches après votre mort. 4 heures, le chiffre 4, le mystère du grand quatuor, le numéro 4, le destructeur. Avez-vous compris, Hastings ? Et Poirot, son empire de son idée, courut dans la pièce mitoyenne pour donner un nouveau coup de téléphone. « Allô ? L'asile d'aliénés de Henwell ? J'apprends qu'un de vos malades s'est évadé aujourd'hui. Que dites-vous ? Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter ? Ah, parfaitement. » Il raccrocha le récepteur et se tourna vers moi. « Avez-vous entendu, Hastings ? Il n'y a pas eu d'évasion. » « Et ce gardien qui est venu ? » « Eh bien, ce gardien n'était-il... Qui donc ? Le numéro 4 en personne, le destructeur. » Complètement abasourdi, je regardai Poirot. Enfin, retrouvant l'usage de la parole, « Un fait certain, c'est que nous le reconnaîtrons n'importe où. Vous croyez, mon ami ? Je ne suis pas de votre avis. Il avait l'aspect d'un lourdeau, d'un hâbleur, avec son visage rubicond, sa moustache grosse et sa voix forte. À l'heure qu'il est, il n'a certainement plus aucune de ces caractéristiques. Quant aux 4 signes distinctifs, ses yeux, ses oreilles, ses dents parfaitement alignées, ils sont insignifiants. L'identification n'est pas aussi facile que vous pouvez le croire. Mais la prochaine fois, je prendrai mes précautions. » « Vous pensez qu'il y aura une prochaine fois ? » Poirot devint encore plus grave. « C'est un duel à mort que nous livrons, mon cher ami. Vous et moi, d'un côté, les 4 de l'autre. Ils ont gagné la première manche, sans avoir réussi à m'évincer. À l'avenir, il leur faudra compter avec Hercule Poirot. Chapitre 3. Des précisions sur Li Changyen. Escomptant une nouvelle visite du surveillant de l'asile d'aliénés, je me refusai pendant 48 heures à quitter l'appartement un seul instant. Autant que je pouvais en juger, il n'avait aucune raison de croire que nous avions vu à travers son déguisement. Je croyais qu'il pourrait revenir pour emporter le corps. Mais Poirot se moqua de mon raisonnement. « Évidemment, mon ami, si cela vous amuse, vous pouvez rester ici à guigner les petits oiseaux pour leur mettre un grain de sel sous la queue. Moi, je ne perds pas mon temps de cette façon-là. » Mais alors, Poirot, comment vous expliquez-vous que ce prétendu gardien d'asile ait couru le risque de venir ici, même une seule fois ? S'il l'a fait,
c'est qu'il avait l'intention de revenir pour emporter le cadavre, de façon à écarter toute idée de culpabilité de sa part. Sinon, quel bénéfice tirera-t-il de sa première vue? Poirot esquissa son haussement d'épaule le plus désinvolte. Vous ne voyez pas avec les yeux du numéro 4. Vous parlez de culpabilité. Mais de quoi pouvez-vous l'accuser? Nous avons un cadavre ici, mais aucune preuve d'assassinat. De l'acide prussique absorbé par inhalation ne laisse aucune trace. Il n'y a aucun témoin. Personne n'a vu le criminel pénétrer ici pendant notre absence. Et enfin, nous ignorons tout de l'activité de feu notre ami Meyerling. Non, Hastings, le numéro 4 n'a laissé aucune trace, et il le sait. Il n'est venu ici qu'en éclaireur. Peut-être voulait-il s'assurer que Meyerling était bien mort. Mais il est encore plus probable qu'il ait voulu voir Hercule Poirot et parler au seul adversaire dont il ait quelque chose à craindre. Le raisonnement de Poirot me parut particulièrement présomptueux, mais je m'abstins d'en discuter. Et pour l'enquête, que se passera-t-il? J'espère que vous exposerez clairement les faits, et que vous donnerez à la police une description parfaite du numéro 4. Dans quel but? Disposons-nous de preuves susceptibles d'impressionner un jury? Non. Nous les laisserons simplement constater la mort accidentelle. De cette façon, notre malin bandit pourra se vanter d'avoir battu Hercule Poirot dès le premier round. Comme d'habitude, Poirot avait raison. Nous ne revîmes plus le gardien de l'asile d'aliénés. Et l'enquête au cours de laquelle je déposai, Poirot lui s'en garda bien, passa inaperçu des journaux. À mon arrivée, Poirot avait liquidé ses affaires en vue de son départ pour l'Amérique du Sud. Il n'avait donc plus de travail en cours et restait la majeure partie de la journée à la maison. Il parlait peu et ne faisait rien. Affalé dans un fauteuil, il décourageait toutes mes tentatives de conversation. Un matin, environ 8 jours après le crime, il me demanda de l'accompagner dans une visite qu'il désirait faire. Je m'en réjouis, craignant qu'il ne commît une erreur en voulant tout démêler par lui-même, par la seule force de sa matière grise. Mais il n'était vraiment pas communicatif, et je ne pus savoir où nous allions. Poirot adore le mystère. Jamais il ne fera part à ses collaborateurs du moindre renseignement, sauf au tout dernier moment. Après avoir pris un autobus et 2 trains, arrivé à proximité de l'une des agglomérations les plus déprimantes du sud de Londres, il daigna enfin m'expliquer. Hastings, nous allons voir l'homme le mieux informé sur la Chine secrète. Qui est-il? Vous n'en avez certainement jamais entendu parler, un certain monsieur John Ingalls. Sous tous les rapports, il est le plus parfait fonctionnaire retraité. Anglais moyen, intelligence moyenne. Sa maison est pleine d'objets d'art chinois, manie qui ennuie tous ses amis et connaissances. Toutefois, je suis persuadé que le seul homme capable de me fournir le renseignement que je cherche, c'est précisément M. John Ingalls. Bientôt nous franchîmes le seuil de la villa Les Lauriers. Pour ma part, je ne remarquai pas le moindre buisson de laurier. Un Chinois à la figure impassible nous introduisit auprès de son maître. M. Ingalls était un homme trapu, au teint jaunâtre, aux yeux très enfoncés et singulièrement brillants. Il se leva pour nous accueillir, laissant de côté une lettre décachetée qu'il tenait entre les mains, et à laquelle il fit allusion par la suite. « Asseyez-vous, je vous prie. Halsey me dit que vous désirez un renseignement, et que je peux vous être utile. » « C'est exact, monsieur, je désirerais savoir si vous avez connaissance d'un certain Li Changyen. »« C'est extrêmement curieux. Comment avez-vous entendu parler de cet homme? »« Alors vous le connaissez? »« Je l'ai rencontré une fois et je sais quelque chose sur son compte. Pas autant que je voudrais, bien sûr. Je suis étonné que quelqu'un d'autre en Angleterre ait entendu parler de lui. C'est un grand homme dans son genre, de la classe des mandarins. Mais ce n'est pas là son fort. Il est bien plus qu'un mandarin. Il est la cheville ouvrière de l'entreprise. » « De quelle entreprise? »« L'entreprise d'agitation mondiale, de crise, de guerre, de révolution et de contre-révolution, qui éclate dans certaines nations. On pourrait presque dire chez toutes. Des gens bien renseignés prétendent que derrière ce mouvement, en Chine et en Russie comme dans les autres pays, il y a un cerveau. Les leaders les plus connus ne seraient que des instruments. Je n'ai pas de preuves, mais je demeure persuadé que ce cerveau, c'est Li Changyen. « Allons, m'écriai-je, c'est inadmissible. Comment un Chinois irait-il s'immiscer dans les affaires russes? » Poirot fronça les sourcils et me jeta un regard désapprobateur. « Les Russes s'immiscent bien dans les affaires chinoises, comme d'ailleurs tout le reste du monde. Pour vous, Hastings, ce qui n'est pas de votre cru est inadmissible. Quant à moi, je suis d'accord avec M. Ingalls. Je vous prie, M. Ingalls, continuez. » Le fonctionnaire en retraite ne se fit pas prier. « Je ne sais pas pourquoi Li Changyen s'occupe de tout cela, poursuivit-il.
Il doit souffrir de la même maladie que d'autres grandes intelligences, d'Alexandre à Napoléon. Cette maladie est la soif du pouvoir et de la suprématie. Jusqu'à présent, un conquérant avait besoin de la force armée, mais à notre époque d'agitation, un homme comme Li Changyen peut employer d'autres moyens. Il vise ni plus ni moins la dictature mondiale. J'ai la certitude qu'il dispose de ressources pécuniaires illimitées destinées à la corruption et la propagande. À certains indices, je me rends compte qu'il doit contrôler l'application d'une découverte scientifique, d'une puissance bien supérieure que celle que connaît le monde. Poirot écoutait M. Ingalls avec la plus grande attention. « Et en Chine ?» demanda-t-il. « Pensez-vous qu'il agisse également ?» Son interlocuteur lui répondit d'un signe de tête affirmatif. « Je ne puis vous fournir de preuves absolues, mais je connais personnellement tous ceux qui jouent un rôle, un tant soit peu, influent en Chine, et je puis vous affirmer que même lorsqu'ils comptent aux yeux du public, ils ne disposent en réalité que d'un pouvoir restreint. Ce sont des pantins qui s'agitent à l'extrémité de ficelles tirées par une main maîtresse. Cette main est celle de Li Changyen. Il est la tête qui domine l'Orient. Jamais il n'apparaît en première lumière. Il demeure cloîtré dans son palais de Pékin, d'où il dirige tous les événements. On exécute ses ordres à distance. Nous ne comprenons rien à l'Orient, et nous n'y comprendrons jamais rien. N'y a-t-il personne qui puisse le combattre demanda Poirot. M. Ingalls se pencha en avant dans son fauteuil et répondit. 4 hommes ont essayé, au cours de ces 4 dernières années. 4 hommes énergiques, honnêtes et extrêmement intelligents. Chacun d'eux aurait pu contrarier les plans de Li Changyen. Eh bien, demandai-je. Eh bien, tous les 4 sont morts. Le premier a écrit un article où il mentionnait le nom de Li Changyen à propos de nouvelles émeutes à Pékin, et 2 jours après, il a été poignardé dans la rue. On n'a jamais arrêté l'assassin. Le deuxième, qui a parlé de Li Changyen dans un discours, a été empoisonné. Le troisième, au cours d'une conversation, a exprimé le soupçon que Li Changyen était à la base de certains mouvements. Le lendemain, il est mort du choléra, un cas isolé sans aucun rapport avec une épidémie. Le quatrième, enfin, qui a commis une indiscrétion du même ordre, a été trouvé mort dans son lit. La cause du décès n'a jamais été établie, mais un docteur qui examina le cadavre m'a dit qu'il était brûlé et recroquevillé, comme s'il avait reçu une décharge électrique d'une puissance incroyable. « Et Li Changyen ?» demanda Poirot. « Il n'existe naturellement pas la moindre preuve contre lui. Certains signes cependant doivent le déceler. » M. Ingalls eut un haussement d'épaule. « Des signes, évidemment. Tenez un exemple caractéristique. À un moment donné, j'avais fait la connaissance d'un jeune Chinois chimiste, distingué, protégé de Li Changyen. Un jour, à bout de force, il vint me trouver. Il était dans un état pitoyable, sur le point de s'évanouir. Il me fit entendre qu'on l'obligeait, dans le palais de Li Changyen, à prendre part à des expériences pratiquées sur de pauvres coulis, véritables cobayes traités de façon révoltante, sans le moindre souci de la vie humaine ou de la souffrance. Tout cela sous la direction du mandarin. Le jeune malheureux était en proie à une indescriptible terreur. Je le tranquillisai de mon mieux et le fis coucher dans une chambre située à l'étage supérieur de ma propre maison, me réservant de le questionner le lendemain. Pure stupidité de ma part. Au milieu de la nuit, je me réveillai et je vis ma maison en flammes. Je dois au plus grand des hasards de ne pas y avoir laissé ma vie. Une enquête a démontré que l'incendie s'était déclaré à l'étage supérieur avec une intensité surprenante. De mon jeune chimiste, on ne retrouva que des restes calcinés. À l'ardeur qu'il déploya au cours de ce récit, je compris que M. Ingalls venait de nous entretenir de sa marotte. Il s'en aperçut d'ailleurs lui-même et se mit à rire comme pour s'excuser. Naturellement, ajouta-t-il, je n'ai pas de preuves à vous donner et, comme tous mes autres interlocuteurs, vous allez en déduire que je déraisonne. Pas du tout, répondit calmement Poirot. Nous avons de bonnes raisons de vous croire. Nous nous intéressons trop aux exploits de Li Changyen pour douter un seul instant de votre sincérité. C'est bizarre que vous le connaissiez. Je m'étais imaginé que pas un être en Angleterre n'avait entendu parler de lui. Si je ne suis pas trop indiscret, j'aimerais savoir comment vous avez été amené à connaître son existence. Très volontiers, monsieur, il n'y a là aucune indiscrétion. Il y a quelque temps, un inconnu est venu se réfugier chez moi. Il paraissait sous l'effet d'une forte secousse. Il nous en dit cependant assez pour nous intriguer sur le compte de Li Changyen. Il parla de 4 personnes, les 4 ou le grand quatuor, qui se trouveraient à la tête d'une organisation jusqu'ici insoupçonnée. Selon lui, le numéro 1 serait Li Changyen, le numéro 2 un Américain inconnu,
Le numéro 3, une Française également inconnue, et le numéro 4, un individu jouant le rôle d'exécuteur, de bourreau en chef et surnommé le destructeur. Avant d'avoir pu m'en dire plus long, mon informateur est mort. C'est tout ce que je sais. Mais vous, monsieur Ingalls, avez-vous entendu parler des 4? Pas à propos de Li Changyen, mais il y a peu de temps j'ai entendu, ou plus exactement lu quelque chose qui vous intéressera. Je crois me souvenir que l'affaire était très spéciale. Ah, j'y suis. Il se leva et se dirigea vers un joli meuble de laque d'où il tira une lettre. Voici la missive d'un vieux navigateur rencontré un jour à Shanghai. C'était un vieux dépravé, aux cheveux blancs. Il s'adonnait à la boisson, et je n'accordais aucun crédit à ses divagations. Il nous lut la lettre à voix haute. Cher monsieur, peut-être ne vous souviendrez-vous pas de moi, mais je n'ai pas oublié le grand service que vous m'avez rendu il y a longtemps à Shanghai. Je viens en solliciter un autre. J'ai besoin d'argent pour partir d'ici. Pour le moment, je suis bien caché. Tout au moins, je le suppose. Mais on peut découvrir ma cachette d'un jour à l'autre. Les 4 veillent. Ils me poursuivent. Ma vie en dépend. J'ai de la fortune, mais je n'ose pas m'en servir, de crainte de donner l'éveil. Je vous en supplie, envoyez-moi 200 livres. Je vous les rembourserai, je vous le jure. Votre dévoué, Jonathan Whalley. Ce mot est daté de Granite Bungalow, à Hopperton, Dartmoor. J'avoue que j'ai considéré cette lettre comme un moyen grossier de me soutirer 200 livres, ce qui pour moi n'est pas une bagatelle. Si cette lettre peut vous servir, prenez-la, dit-il en nous la rendant. Je vous remercie, déclara Poirot. Je vais me rendre immédiatement à Hopperton. Ingalls sursauta. Alors vous le prenez au sérieux? Du coup, je me sens intéressé. Accepteriez-vous ma compagnie? J'en serais ravi, mais partons tout de suite pour arriver avant la tombée de la nuit. En 2 minutes, John Ingalls fut prêt. Nous gagnâmes rapidement la gare de Paddington, d'où un train nous emmena à Morton Hampstead. Nous fîmes en voiture les 14 kilomètres qui nous séparaient de Hopperton, petit village pelotonné, au fond d'une vallée, à l'orée de la lande. Il était 8 heures du soir lorsque nous arrivâmes à destination, c'est-à-dire presque en plein jour, puisque nous étions en juillet. Granite Bungalow? Répéta d'un air surpris le paysan que nous rencontrâmes dans la grande rue, et auquel nous demandâmes notre chemin. C'est bien un Granite Bungalow que vous désirez aller. C'est là-bas. Et il nous désigna une maison grise à l'autre extrémité de la rue. Venez-vous pour voir l'inspecteur? Quel inspecteur? Demanda vivement Poirot. Que voulez-vous dire? N'avez-vous donc pas entendu parler du crime? Une chose horrible. Le sang a coulé à flots, dit-on. Mon Dieu, murmura Poirot. Il faut voir immédiatement cet inspecteur. 5 minutes plus tard, nous étions avec l'inspecteur Meadows. Le représentant de la police se montra d'abord peu aimable, mais au nom magique de l'inspecteur Japp, de Scotland Yard, il se dérida. Oui, monsieur, le crime a été commis ce matin. Épouvantable. On a téléphoné à Morton et j'ai été envoyé aussitôt. La victime, un homme de 70 ans, était étendu sur le plancher du salon. Il avait une plaie à la tête et la gorge tranchée, d'une oreille à l'autre. La pièce était inondée de sang. Au cours de notre enquête, nous avons appris différentes choses. Il paraît que le bonhomme aimait boire. Sa domestique, Betsy Andrews, nous a dit que son patron possédait une collection de petites statuettes chinoises en jade, d'une grande valeur. Or, elles ont disparu. Le crime aurait eu donc le vol pour mobile. Mais à l'examen, cette solution ne tient plus. Le vieillard avait 2 personnes à son service. Betsy Andrews du pays et Robert Grant, un étranger, un type singulier, cachotier, bourru. Ce matin, comme à l'ordinaire, Grant est allé à la ferme chercher le lait. Betsy, elle, bavardait dehors avec une voisine. Elle s'est absentée entre 10h et 10h30. C'est à ce moment-là que le crime a été commis. Grant est revenu le premier. Il est entré par la porte de service qui était ouverte. Personne ici ne ferme les portes à clé, tout du moins durant la journée. Il a déposé le pot de lait dans l'office et il est allé dans sa chambre, lire le journal en fumant une cigarette. Il n'avait aucune notion de ce qui s'était passé. Du moins le dit-il. Lorsque Betsy est arrivée à son tour, elle est entrée dans le salon. À la vue de son patron assassiné, elle a poussé un cri à réveiller le mort. Jusqu'ici, tout est parfaitement clair. Quelqu'un est venu en l'absence des 2 domestiques et a tué le pauvre homme. Ce quelqu'un, remarquez, devait avoir une certaine audace, car il a dû soit passer par la rue, soit escalader un jardin mitoyen. Le Granite Bungalow, comme vous voyez, est de toutes parts entouré de maisons. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas vu? L'inspecteur se tut, l'air assez satisfait. Ah, je saisis, dit Poirot. Et ensuite? Ma foi, monsieur, tout cela m'a paru bien compliqué, et je me suis mis en devoir d'observer un peu autour de moi.
Tout d'abord, la valeur de ces figurines de jade pouvait-elle frapper un simple vagabond? N'était-ce pas une pure folie de commettre un tel meurtre en plein jour? Supposez que le vieillard ait appelé au secours. J'imagine, inspecteur, dit M. Engels, que la contusion de la tête est antérieure à la mort. D'accord, l'assassin a d'abord assommé la victime d'un coup sur le crâne. Puis lui a coupé la gorge. Mais comment diable a-t-il pu entrer et sortir? Généralement dans un petit pays comme celui-ci, un inconnu est vite repéré. Or, personne ne l'a vu. J'ai tout exploré, et il a plu cette nuit. J'ai donc pu facilement relever dans la cuisine des traces de pas vers l'intérieur et l'extérieur. Dans le salon, j'en ai remarqué de deux sortes. Betsy Andrews, elle, s'était arrêtée sur le seuil. Celle de M. Whaley, qui portait des pantoufles de feutre, et celle d'un autre homme qui avait piétiné dans le sang. Cela m'a permis de le dépister facilement jusqu'à la cuisine, mais pas plus loin. Voilà un premier point d'acquis. Sur la porte de Grant, j'ai relevé une légère tache de sang, second point de repère. Enfin, le troisième m'est fourni par les chaussures de Grant, qu'il avait d'ailleurs enlevées. Elles s'adaptent parfaitement aux traces. La question est donc réglée. J'ai fait arrêter Grant, et savez-vous ce que j'ai découvert dans ces affaires? Les figurines de jade. Robert Grant, qui est également Abraham Biggs, a été condamné pour crime et cambriolage il y a 5 ans. Et l'inspecteur d'un air vainqueur s'exclama. « Que pensez-vous de cela, messieurs ?» « Je pense, dit Poirot, que nous nous trouvons devant une affaire fort simple, étonnamment simple. Ce Biggs ou Grant doit être totalement dépourvu d'astuce, n'est-ce pas? Oh, je vous l'accorde, c'est un individu lourdeau et quelconque. Il semble ne pas avoir la moindre idée de ce que peut révéler une empreinte de pas. Oui, il n'a pas la perspicacité d'un détective. Inspecteur, permettez-moi de vous féliciter. Nous autorisez-vous à voir les lieux du crime? Je vous y conduirai moi-même, et j'aimerais que vous examiniez ces traces de pas. Très volontiers, cela m'intéresse vivement. Nous nous mîmes en route aussitôt. M. Ingalls et l'inspecteur en tête. Je retins Poirot pour lui chuchoter à l'oreille. Je parie, Poirot, que l'affaire vous semble plus compliquée que ne le croit ce brave inspecteur. Là est toute la question, mon cher. Whaley, dans sa lettre, dit nettement que les 4 sont sur sa piste. Et les 4 ne sont pas des fantômes, des croque-mitaines imaginaires. Nous le savons l'un et l'autre. Évidemment, le dénommé Grant semble avoir commis le crime. Il reste à savoir dans quel but. Est-ce pour voler les statuettes de jade, ou serait-il un agent de la triste bande? J'avoue que cette dernière supposition me semble plus plausible. Il est peu probable qu'un homme de cette catégorie ait une notion exacte de la valeur du jade, et qu'il commette un crime rien que pour se les approprier. C'est un détail qui aurait dû frapper l'inspecteur. En outre, Grant aurait pu voler les figurines sans pour cela se livrer à un crime aussi sauvage. Là encore, notre ami du Devonshire ne semble pas avoir fait appel à sa matière grise. Il a mesuré des traces de pas, mais il a omis de mettre de l'ordre dans ses idées. Chapitre 4. De l'importance d'un gigot. L'inspecteur sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte de granit bungalow. La journée avait été belle et sèche. Nos pas ne pouvaient marquer. Néanmoins, nous prîmes la précaution de bien nous essuyer les pieds sur le paillasson. Une femme sortit de l'obscurité et s'approcha de l'inspecteur pour lui dire quelques mots. S'adressant à nous par-dessus son épaule, il dit « Cherchez partout, monsieur Poirot, et voyez ce qui mérite d'être vu. Je suis à vous dans 10 minutes. À propos, voici un soulier de Grant que j'ai apporté pour vous permettre de vérifier les empreintes. » Nous entrâmes dans le salon, et les pas de l'inspecteur se perdirent au loin. Ingalls fut immédiatement attiré par quelques curiosités chinoises placées sur une table dans un coin de la pièce. Il se mit à les examiner, sans paraître observer Poirot. Quant à moi, je ne quittais pas mon ami des yeux. Le sol de la pièce était couvert d'un linoléum vert foncé, revêtement idéal pour accuser toute trace de pas. Une porte à l'autre extrémité de la pièce conduisait à la petite cuisine. Là, 2 autres portes menaient, l'une à l'office, l'autre à la chambre occupée par Grant. La porte de service du dehors menait directement à l'office. Après avoir exploré le sol, Poirot commença, comme il le faisait toujours, un monologue à voix basse. Le cadavre est ici. L'endroit est marqué par cette grande tache sombre et par des éclaboussures tout autour. Voici des pas laissés par des chaussons de feutre et d'autres par des souliers d'homme. Pointure 42. On les distingue malgré une certaine confusion. Avez-vous le soulier, Hastings? Donnez-le-moi. Il le compara soigneusement aux empreintes. Oui, ce sont bien celles de Robert Grant. Il est entré par ici. Il a assassiné le vieillard et il est retourné dans la cuisine. Il a marché dans le sang.
Voyez les taches qu'il a laissées derrière lui en sortant. Dans la cuisine, impossible de voir quelque chose. Le village entier y a piétiné. Grant est allé dans sa chambre. Non, il est retourné sur le lieu du crime. Était-ce pour emporter les figurines de Jade? Ou bien avait-il oublié un objet susceptible de le compromettre? Peut-être n'a-t-il commis son crime qu'en revenant la seconde fois, suggérai-je. Mais non, vous ne faites pas attention à tout, Hastings. Sur les traces maculées de sang, et se dirigeant vers la cuisine, il y en a d'autres orientées vers cette pièce. Je me demande pourquoi il est revenu. Une arrière-pensée à propos des statuettes? Non, c'est ridicule. Ce Grant s'est lamentablement vendu lui-même. N'est-ce pas? Je vous dis que nous nageons en pleine absurdité et qu'elle travaille pour la matière grise. Venez dans la chambre du criminel, Hastings. Tenez, voilà la tache de sang sur la porte. Et voilà un pas souillé de sang. Il n'y a pas d'erreur, c'est Robert Grant qui a approché le corps, et c'est lui seul. D'ailleurs, il était seul à la maison. Mais la vieille servante n'était pas demeurée seule, elle aussi, lorsque Grant est allé chercher du lait. Qui vous prouve qu'elle n'a pas commis le crime avant de sortir? Ses pieds ont pu ne pas laisser de marque, puisqu'elle n'est pas allée dehors. Bravo, Hastings. Je me demandais si vous alliez y songer. Cette pensée m'est déjà venue à l'esprit, mais je l'ai écartée, et voilà pourquoi. Betsy Andrews est une femme du pays, bien connue par ses concitoyens. Il est impossible qu'elle ait partie liée avec les quatre. Et puis le vieux Wiley était un type solide. Une femme n'aurait pas eu raison de lui. Ce crime ne peut être que l'œuvre d'un homme. Pourtant, les quatre n'ont certainement pas dissimulé dans le plafond un dispositif qui se serait déclenché automatiquement pour venir trancher la gorge de Wally. Quelle imagination, Hastings! Maîtrisez-la! Je me tue, déconcerté. Poirot continuait à errer de tous côtés, fouillant les pièces et les meubles avec des grognements. Tout à coup, il poussa un cri de joie, qui rappelait l'aboiement d'un loulou de Poméranie. Je me précipitai vers lui et le trouvai dans l'office brandissant un gigot d'un geste dramatique. « Mon cher Poirot, m'écriai-je, êtes-vous devenu fou? Je vous en prie, regardez ce gigot, regardez-le de près. » Je le regardai d'aussi près qu'il m'était possible, sans rien lui trouver de particulier. C'était pour moi un simple gigot, un gigot tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Poirot me lança un coup d'œil foudroyant. « Mais vous ne voyez donc pas ceci? Et cela? Et cela encore ?» Chaque pronom démonstratif était accompagné d'une tape sur l'inoffensif morceau de viande dont se détachaient des petits glaçons. Poirot m'avait accusé d'être imaginatif, et j'avais maintenant l'impression très nette que sous ce rapport il me battait de son coudé. Pensait-il sérieusement que ces miettes de glace étaient des cristaux d'un poison mortel? « C'est de la viande congelée, lui dis-je simplement. Il m'observa un instant, puis éclata de rire. « Merveilleux, mon ami Hastings. Cela vaut la peine de l'avoir pour collaborateur. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. » Il suffit de s'adresser à lui pour être immédiatement renseigné. Poirot lança le gigot dans son plat et quitta l'office. « Voici notre ami l'inspecteur, dit-il en regardant par la fenêtre. C'est très bien. J'ai vu tout ce que je désirais voir. » Il se mit à tapoter la table en proie à ses réflexions. Puis subitement, « Quel jour sommes-nous? »« Lundi, » répondis-je un peu surpris. « Tiens, lundi, mauvais jour pour commettre un crime. » Retournant au salon, il consulta le baromètre et le thermomètre. Le temps est beau, 75 degrés Fahrenheit, c'est ce qu'on appelle une vraie journée d'été. Ingalls continuait à examiner les différents bibelots de Chine disséminés dans la pièce. « Cette enquête ne semble guère vous intéresser, monsieur, lui dit Poirot. Je vous avoue que ce n'est pas mon affaire. Je connais pas mal de choses, mais absolument rien à l'art de conduire une enquête. C'est pourquoi je me tiens à l'écart, car j'ai appris, en Orient, à être patient. » Entrant un coup de vent, l'inspecteur s'excusa de s'être absenté si longtemps. Il insista pour nous faire visiter une fois de plus toute la maison, puis nous partîmes. « Il faut que je vous remercie de votre amabilité, inspecteur, dit Poirot, pendant que nous traversions de nouveau le village. Cependant, j'ai encore une demande à vous adresser. Vous désirez peut-être voir le corps? Oh mon Dieu, non, il ne m'intéresse pas le moins du monde. Ce que je désire, c'est voir Robert Grant. Dans ce cas, il vous faut revenir avec moi à Morton. D'accord, mais j'aimerais aussi lui parler en tête-à-tête. Je ne puis rien vous promettre, monsieur Poirot. Si vous voulez téléphoner à Scotland Yard, je suis persuadé qu'on ne fera aucune objection. Oh, naturellement, je vous connais de réputation et je sais que vous avez déjà souvent aidé la police, mais c'est une question de règlement. Possible, mais il faut que je lui parle, répondit Poirot tranquillement. C'est indispensable. Savez-vous pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Grant n'est pas le meurtrier. Comment?
Qui l'est dans ce cas? À mon avis, l'assassin doit être un jeune homme qui s'est rendu à Granite Bungalow dans une voiture qu'il a arrêtée devant la porte. Il est entré, a commis le crime, est sorti et reparti comme il était venu. Il était nu-tête et ses vêtements devaient être légèrement souillés de sang. Mais tout le village l'aurait vu. Cela dépend. Peut-être pas si tout cela s'était passé la nuit, mais le crime a eu lieu en plein jour. Poirot se contenta de sourire. Comment avez-vous été amené à penser à cette voiture, monsieur Poirot? Il a dû en passer bien d'autres devant la maison, et il n'y en a pas une seule qui ait laissé des traces particulièrement visibles. Invisible aux yeux peut-être, répliqua Poirot, mais visible à l'esprit. L'inspecteur se toucha le front de façon très significative et me regarda en souriant. J'étais complètement effaré, mais j'avais confiance en Poirot. Nous nous mîmes en route pour Morton, accompagnés de l'inspecteur. On nous conduisit, Poirot et moi, auprès de Grant, et un agent de police assista à l'entrevue. Poirot alla droit au but. Grant, je vous sais innocent. Dites-moi franchement ce qui s'est passé. Le prisonnier de taille moyenne avait un faciès des plus repoussants, du véritable gibier de potence. Ma parole, ce n'est pas moi qui ai fait le coup, pleurnicha-t-il. Quelqu'un a mis ces petites statuettes dans mes affaires. C'est un coup monté. Voilà ce que c'est. Je suis allé directement à ma chambre en rentrant, et comme je l'ai dit, j'ignorais tout jusqu'au moment où Betsy s'est mise à hurler. Grâce, je n'y suis pour rien. Poirot se leva. Si vous ne me dites pas toute la vérité, tenons-nous-en là. Mais vous êtes entré dans la pièce. Vous saviez que votre maître était mort, et vous étiez sur le point de prendre la fuite lorsque cette brave Betsy a fait sa découverte. L'homme resta bouche bée. Allons avouer, n'est-ce pas vrai? Le seul moyen de vous en tirer, c'est de parler franchement. Je vous en donne ma parole. J'accepte le risque, reprit l'homme subitement. Cela s'est passé exactement comme vous le dites. En rentrant, je me suis rendu directement auprès de mon maître, et je l'ai trouvé là, étendu, mort sur le sol, inondé de sang. Alors j'ai senti venir le vent. On reconstituerait mon emploi du temps, et sans aucun doute on m'accuserait du crime. Ma seule pensée a été de me sauver immédiatement avant qu'on le découvre. Et les statuettes de jade? L'homme hésita. Eh bien voilà. Par simple retour de votre naturel, vous les avez prises. Vous aviez souvent entendu votre maître dire qu'elles étaient de grande valeur, et vous en avez conclu que vous pouviez les emporter, n'est-ce pas? Maintenant, répondez à la question suivante. Êtes-vous revenu dans la pièce pour prendre les statuettes? Je n'y suis pas retourné une seconde fois. Une seule m'a suffi. Êtes-vous bien sûr? Absolument certain. Bien. Et maintenant, quand êtes-vous sorti de prison? Il y a 2 mois. Comment êtes-vous entré au service de M. Wallet? Par l'intermédiaire d'une de ces sociétés d'aide aux prisonniers. Un type s'est occupé de moi lorsque j'ai été libéré. Comment était-il? Il ressemblait à un pasteur, mais en réalité, ça n'en était pas un. Il portait un chapeau mou, noir, et il parlait comme un livre. Il avait une dent de devant cassée et il portait des lunettes. Il s'appelait Sanders. Il m'a dit que, si je me repentais, et si je promettais d'être un homme honnête, il me trouverait une bonne place. Sur sa recommandation, je suis allé voir le vieux père, Wallet. Poirot se leva. Merci, je sais tout ce que je devais savoir. Ayez de la patience. Il s'arrêta sur le seuil de la porte et ajouta. Sanders ne vous a-t-il pas donné une paire de souliers? Grant parut étonné. Eh bien oui, comment le savez-vous? C'est mon métier de savoir, répondit Poirot avec gravité. Après avoir échangé quelques mots avec l'inspecteur, nous nous dirigeâmes vers le Cerf-Blanc pour discuter, tout en mangeant des œufs, au lard, arrosés de cidre du Devonshire. Avez-vous quelques éclaircissements maintenant? Demanda Ingalls avec un sourire. Oui, l'affaire me semble assez claire, mais j'aurai du mal à fournir des preuves. Wallet a été tué par ordre des 4, mais ce n'est pas Grant qui a été leur instrument. Un individu assez malin a procuré la place à Grant, dans le but précisément de lui faire jouer le rôle de bouc émissaire. C'était facile vu ses antécédents. Il lui a fait cadeau d'une paire de souliers, en gardant pour lui une autre paire absolument identique. C'était très simple. En l'absence de Grant et de Betsy, qui bavardent au village avec des commères, le bandit arrive chaussé des mêmes souliers que ceux qu'il a offerts à Grant. Il entre dans la cuisine, gagne le salon, abat le vieillard d'un coup sur la tête, puis lui tranche la gorge. Ensuite il retourne à la cuisine, se déchausse, met d'autres souliers, emporte les chaussures maculées de sang sous son bras, sort, monte dans sa gimbarde et repart. Ingalls regarda Poirot avec insistance. Pourtant, monsieur Poirot, il y a encore quelque chose qui accroche dans tout cela. Comment vous expliquez-vous qu'il n'ait pas été remarqué? C'est là toute l'habilité des 4. Soyez-en persuadés, tout le monde l'a vu sans le voir.
Saisissez-vous. Il circulait dans une voiture de boucher. Je ne pus réprimer une exclamation. Voici l'explication du gigot. Exactement, Hastings. Tout le monde jure n'avoir vu personne au Granit Bungalow ce matin-là. Et pourtant, j'ai trouvé dans l'office un gigot tout frais, encore congelé. Nous sommes le lundi, par conséquent la livraison a été faite ce matin même. Rendez-vous compte, si elle avait eu lieu le samedi, la viande, par cette chaleur, ne serait pas restée gelée toute la journée du dimanche. Quelqu'un est venu donc au bungalow, un homme dont le vêtement pouvait être plus ou moins taché de sang, et ne pas attirer pour cela l'attention. Voilà qui est diantrement ingénieux, s'écria Engels. Oui, les 4 sont très forts. Aussi forts qu'Hercule Poirot, demandai-je. Mon ami me jeta un coup d'œil plein de reproches. Il y a certaines plaisanteries que vous ne devriez pas vous permettre, Hastings, dit-il sentencieusement. N'ai-je pas sauvé un innocent de la potence? À chaque jour suffit sa peine. Fin. J'espère que ce début d'histoire vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.